Ouais, d'abord, en introduisant, rappeler un certain nombre d'éléments que vous connaissez bien sans doute. C'est la progression du nombre de fournisseurs. Nous en avions 15 en 2015, nous en avons maintenant 26, avec des changements très importants, vous le savez, des nouveaux, des petits, des moyens, des gros. Et des gros qui absorbent des moyens. Enfin, on est dans un monde qui bouge beaucoup ces jours-ci, vous le savez, puisque le dernier élément, c'est l'arrivée du groupe Total, qui n'est pas un inconnu dans le monde de l'énergie, mais qui n'était pas présent dans le monde de l'électricité, et qui pour le gaz n'était d'ailleurs présent que dans le monde des grands comptes, et qui n'était pas présent pour les particuliers, et qui donc s'intéresse maintenant à l'électricité, d'abord en rachetant la société Lampiris pour créer le Total Spring, et qui récemment vient d'annoncer le rachat de Direct Energy, ce qui fait une grosse concentration dans le monde des alternatifs et sans doute ce qui nous promet dans les années qui viennent des débats et sans doute des mouvements sur le marché de l'énergie. Pour le reste, eh bien, on est obligé de déplorer qu'il y a toujours la moitié des consommateurs qui ne savent pas qu'ils peuvent changer, sans parler de ceux qui pensent que c'est compliqué, qui pensent que c'est coûteux, qui pensent tout ce qu'on est. Et malgré le fait qu'on le dise, eh bien, ça ne change pas beaucoup. Moi, je ne suis pas très étonné, même si beaucoup de gens s'en lamentent. La première chose, c'est que chaque citoyen, chaque consommateur, il a 100 ou 150 ou 200 choses à penser tous les jours. Et il ne pense pas à l'énergie tous les jours. Et donc, de temps en temps, y compris d'ailleurs si on le réinterrogeait une demi-heure après la première fois où on l'a interrogé, je suis sûr qu'il serait plus nombreux à dire « mais oui, je savais hein ». Mais sur le coup, et vous, vous êtes comme moi, quand on vous interroge sur des secteurs qui ne sont pas vos particularités ou vos axes de travail, vous avez tendance à dire « je ne sais pas ». En réalité, ce n'est pas « je ne sais pas », c'est « je ne savais plus », parce que je l'ai su. Et la réalité, c'est aussi celle-là, c'est que nos concitoyens ne sont pas encore assez sensibles aux problèmes d'énergie, parce qu'en fait, ce sont des problèmes importants, des problèmes qui conditionnent notre avenir. On n'en parlera peut-être pas beaucoup ce matin, mais je crois que c'est important de le rappeler, puisque l'énergie est la base de la vie moderne. Aujourd'hui, l'énergie a toujours été la base de la vie de l'homme, ne serait-ce que sa nourriture. Mais aujourd'hui, l'énergie est véritablement la base de la vie moderne, et donc il serait souhaitable que nos concitoyens s'y intéressent davantage. Le secteur a quand même un petit peu évolué, puisque la part d'EDF est tombée à 82%, alors qu'elle était à 86% en 2016 et qu'elle était à 95% en 2007. Mais ça, c'était simple, puisqu'ils avaient tout sauf les régies, ou ce qu'on appelle les établissements locaux de distribution. Tous les mois, un certain nombre de consommateurs font le choix d'aller vers la concurrence. Sur le gaz, c'est un peu différent, puisqu'en fait, Engie a 74% encore du gaz, mais seulement 46% de ses clients sont au TRV, lesquels TRV d'ailleurs, tarifs réglementés de vente, vont disparaître à un horizon relativement visible, théoriquement vers le 1er janvier 2023, dit-on, peut-être 2022, certainement pas avant 2022 en tout cas, parce que c'est extrêmement compliqué, on en parlera si vous souhaitez au moment des questions. Nous avons aussi été, dans les temps derniers, même si ce n'était pas 2017 mais 2018, très attentifs à la décision du Conseil d'État sur les TRV électricité. Je ne la commenterai pas, sauf là aussi, si vous souhaitez le faire et poser des questions tout à l'heure. Ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, cette décision aurait fait des mécontents. Par définition, dans ce pays, quand une décision nous convient, on trouve que c'est une excellente décision, équilibrée, bien balancée et forcément sortie de tout contexte de pression. Mais quand c'est une décision qui ne nous convient pas, on pense que c'est une décision politique qui a fait l'objet de pression de la part des uns et des autres. C'est très français, ce genre de sentiment. Il existe encore dans ce cas aujourd'hui. J'ai entendu des gens dire « ouais, c'est une décision politique, on va la combattre », tout ça. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Et je vous donnerai mon sentiment si vous le souhaitez pour la suite. Nous sommes d'abord quand même pour le bilan de l'activité du médiateur présent ici ce matin. Alors, on va le faire assez rapidement. Seulement quelques chiffres, et puis vous trouverez les autres dans le rapport qui vous a été distribué à l'entrée. 2,2 millions de consommateurs informés,
on continue d'avoir une progression et la part, je vais dire, des gens qui viennent s'informer sur les sites internet augmente de plus en plus. Il reste encore des gens qui nous écrivent, des gens qui nous appellent. 204 000 appels, c'est quand même pas mal. C'est 1000 appels par jour ouvrables, hein, donc c'est pas si mal que ça. Pour 7 agents, je crois qu'ils nous sont dédiés, c'est le chiffre que j'ai en tête. Et pour des questions qui sont multiples et variées et qui ne sont pas toujours de notre compétence. C'est aussi 14 548 litiges, c'est-à-dire 19% de plus qu'année dernière. Vous savez que depuis 4 ans, nous baissions régulièrement tous les ans et on était assez satisfaits. Ici, on n'est pas une entreprise commerciale. Et cette année, nous avons une reprise des litiges qui nous reviennent. Et j'y reviendrai un tout petit peu après. Ils viennent pour une part, d'ailleurs, des contestations de souscription, du démarchage à domicile, je l'évoquerai après, mais pas que. Et puis, il y en a eu sur tout ça 4039 recevables, puisque vous savez qu'un certain nombre ne sont pas recevables, et que nous avons donc l'obligation de réorienter ce que nous faisons, parce que quand ils ne sont pas recevables, nous ne renvoyons pas en disant « c'est pas recevable, débrouillez-vous », nous essayons de réorienter le consommateur vers celui qui pourra traiter le litige qui nous a soumis. Et le dernier chiffre que je voulais vous donner sur l'activité, mais qui reflète le travail de tous nos collaborateurs, c'est 3724 recommandations et accords amiables émis, c'est-à-dire là aussi quasiment 20% de plus qu'année précédente. Et je le signale avec une équipe comparable en nombre de collaborateurs, beaucoup de collaborateurs jeunes, beaucoup de collaborateurs qu'il faut former. Bien sûr, ils ont une formation quand ils rentrent ici, mais il faut les former à nos méthodes. Donc ça veut dire que ceux qui font l'encadrement le font bien, et ça veut dire aussi que les jeunes que nous recrutons sont des gens qui s'investissent très rapidement, qui s'inscrivent dans l'équipe. Et j'en profite pour eux et toute l'équipe les remercier du travail qu'ils ont pu faire, parce que de temps en temps il faut mettre de la pression. Vous savez que nous avons un certain nombre de règles, des règles qui nous sont imposées, des règles que nous nous imposons. Les règles qui nous sont imposées, c'est de rendre une recommandation dans les 3 mois. La règle que nous imposons, c'est d'avoir une moyenne plutôt en dessous de 2 mois. Parce qu'on sait que le consommateur, qui souvent était déjà ballotté d'un service à l'autre, attend une réponse rapide. Hein, et c'est aussi un des éléments qui les font choisir la médiation plutôt que d'autres voies de recours, dans la mesure où on leur promet que ce sera rapide. Ensuite, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il faut qu'on revienne. C'est les marqueurs de l'année, en dehors d'une augmentation d'activité, en dehors de ce qui s'est passé autour de nous. C'est comment ressentons-nous ce secteur, comment il évolue, qu'est-ce qui progresse, qu'est-ce qui régresse, ça peut régresser. La première chose, c'est qu'on constate encore et toujours des erreurs de facturation relativement importantes. C'est tout le problème de facturation, c'est la part la plus importante qu'on peut avoir, des erreurs de transmission de données, des erreurs de récolte de données, des erreurs de facture, voilà, toutes ces questions-là continuent d'exister et je les qualifie dans un certain nombre de cas d'erreurs de débutants et qui ne sont pas toujours le fait de débutants. Alors, c'est peut-être des débutants individuellement dans l'entreprise sur ces services, mais en tout état de cause, on a quand même le sentiment qu'on est beaucoup plus performant pour vendre que pour la prévente. Alors ça, c'est une réalité d'ailleurs du domaine commercial assez souvent. Hein, c'est-à-dire, après, c'est jamais le vendeur qui règle les problèmes, sauf dans les toutes petites entreprises. C'est très clairement. Donc c'est un autre, le vendeur est moins soucieux, effectivement, et après on en est, mais on m'avait dit, mais non, c'est pas moi qui vous ai dit, vous connaissez tout ça. Eh bien, ça arrive chez le médiateur qui est chargé de savoir qui avait dit, qui n'avait pas dit, et qui, quand il ne le sait pas, il n'a pas d'autre solution que de proposer quelque chose qui va dans le sens, je veux dire, de l'intérêt de la défense du consommateur. Après, parmi les opérateurs, il y en a qui sont bons, d'autres moins bons. Je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà feuilleté le rapport qu'on leur a donné et qui sont allés en bas d'une page où ils ont trouvé le hit parade des opérateurs. Et vous verrez qu'il y a des écarts entre celui qui fait le moins et celui qui fait le plus. Entre 34 pour 100 000 contrats chez EDF et 207 pour 100 000 contrats chez Eni, il y a plus que la capacité du grand ou du petit à régler les problèmes. Il y a des vraies difficultés. Alors,
Il faut rappeler, pour que les choses soient bien comprises, chez EDF et chez Engie, ce sont les litiges que nous traitons, plus les litiges que traite le médiateur propre à l'entreprise, pour pouvoir avoir des chiffres qui sont comparables. Il faut aussi rappeler d'ailleurs que chez EDF et partiellement chez Eni, c'est chez EDF tout ce qui est électricité, c'est tarif réglementé ou presque. On sait qu'au tarif réglementé, ceux qui l'ont depuis toujours sont moins attentifs à leurs factures que ceux qui ont changé. Il faut aussi reconnaître ça, et que donc d'une façon générale, quand on est chez des opérateurs qui sont alternatifs, les gens qui ont choisi d'aller chez eux, ils vont vouloir vérifier qu'ils n'ont pas eu tort de le faire, et donc ils vont être beaucoup plus attentifs à leurs factures et parfois plus poser de questions sur leurs factures qu'on ne facture les autres. Moi, hier soir, je discutais avec quelqu'un dans le train qui me disait « Oui, j'ai pris un opérateur alternatif, là, puis je commence à trouver que ça fait cher. » Alors, j'ai d'ailleurs dit qu'il pouvait venir sur le site du médiateur, il aurait au moins un certain nombre d'informations en fonction de la surface, du volume et de l'isolation de son logement et de ses pratiques. On lui dirait quelle est la consommation, la fourchette de consommation à laquelle il devrait se trouver. Dans tous les cas, les factures qu'il me disait, si elles sont vraies, me semblaient quand même très exagérées, mais je ne pouvais pas en dire plus. Mais ça veut dire que les gens qui ont changé sont sans doute plus attentifs, donc ça explique en partie, mais ça n'explique pas tout, parce que vous avez parmi ceux qui sont plutôt bons, globalement, après on peut en discuter sur plein de sujets, la façon de faire et tout ça, Direct Energy à 61 litiges pour 100 000, Engie à 85 litiges pour 100 000. Donc, quelque part, l'explication que je donne ne suffit pas. Il y a effectivement des services qui sont plus efficaces que d'autres, et nous encourageons bien évidemment les uns et les autres à s'inspirer de leurs concurrents, pas simplement pour les mauvaises méthodes, parce que je constate que très souvent les mauvaises pratiques, on s'en inspire très rapidement. On pourra parler tout de suite, ou juste après, des litiges liés au démarchage à domicile. C'est une preuve. Deuxième élément, c'est qu'il faut bien pointer, nous on ne le fait pas par plaisir, parce que c'est quand même la 3e année qu'on en parle, il faut bien pointer les manquements de Eni sur ce domaine. On nous dit toujours que ça y est, c'est bien, tout ce qu'on leur dit c'était derrière, mais que maintenant c'est bien et que ça va s'améliorer. Depuis le début de l'année, vous verrez dans le rapport ce qui s'est passé l'année dernière, mais depuis le début de l'année, la moitié des litiges que nous recevons en gaz sont des litiges venant de l'entreprise Eni. Ce qui est quand même extraordinaire, parce que vous pourrez constater que Eni est loin de distribuer la moitié du gaz en France. Très, très loin. Donc, ça veut dire véritablement qu'il y a un problème dans cette entreprise, récurrent, qu'on ne sait pas régler, malgré la bonne volonté des gens que nous rencontrons. Il y a très clairement, j'allais dire, on les aime bien, on aime bien tout le monde, de toute façon, c'est pas le problème. Mais quelque part, ils sont de bonne volonté, ils sont très polis, mais manifestement, ils n'arrivent pas, je veux dire, à apporter les réponses satisfaisantes. Ça va de factures erronées, de factures qui ne sont pas faites, de rattrapages qui viennent 2 ans après, voilà, toutes ces situations sont quand même extraordinairement compliquées. Alors, quand j'ai bien dit, la moitié des litiges, c'est pas la moitié des contrats qui pose problème, parce qu'il y a quelqu'un qui avait compris la moitié des contrats. Donc je dis non, c'est la moitié des litiges, c'est déjà pas si mal. Voilà, je souhaitais le dire parce que je crois que c'est important. Dire aussi que nous avons aussi des entreprises qui ne jouent pas trop le jeu. On n'hésite pas à citer. Vous savez que quand on ne cite pas, on jette de l'opprobre sur tout le monde. Je vous l'ai déjà dit, donc je préfère citer. Et puis on a les preuves. L'entreprise Antar, par exemple, a beaucoup de mal à rentrer, Antar Gaz, pardonnez-moi, mais enfin tout le monde aura compris, a beaucoup de mal à rentrer dans le processus, j'allais dire le jeu, c'est pas un jeu, le processus de médiation, et c'est très compliqué pour nos collaborateurs, parce que nous n'aimons pas faire une recommandation quand on n'a pas eu les éléments contradictoires de la part de l'opérateur. Je veux dire, d'une certaine façon, on n'est pas là pour juger par défaut. On est là pour essayer de trouver la solution qui va d'abord rapprocher les 2 points de vue. Et donc avec Antar, c'est extrêmement difficile, puisqu'en fait, on a des réponses insatisfaisantes, incomplètes, parfois ne venant jamais. Et je vous ai dit, comme nous souhaitons être le plus performant et le plus rapide dans nos recommandations, par définition, nous sommes obligés d'en faire sans ces éléments. Voilà, ensuite,
Aussi, une caractéristique de l'année dernière, c'est la recrudescence du démarchage à domicile. Le démarchage à domicile, alors il n'est pas illégal, bien au contraire, tout le monde a le droit de le faire, sauf que quand même, il est entaché de pas mal de tares, entre guillemets. D'abord, c'est souvent une pression physique, ou quasiment physique, de la part du démarcheur. Mais cette pression, elle est organisée aussi parce que la quasi-totalité des démarcheurs, sinon la totalité, ne sont payés qu'à la commission. Et quand vous n'êtes payé qu'à la commission, par définition, il faut bien que vous fassiez du chiffre. Autrement, il vaut mieux en faire aussi parce qu'on ne gardera pas longtemps. Mais il faut bien que vous fassiez du chiffre. Et si vous n'arrivez pas à le faire au début, soit vous abandonnez le job, soit vous décidez d'utiliser d'autres méthodes. Et c'est le cas, et nous sommes témoins de méthodes certaines qui dépassent l'entendement. On a reçu récemment la copie d'échange d'une dame d'Angoulême et un démarcheur. Là, ça dépassait complètement l'entendement, mais de toute façon, il suffisait de voir la photo du démarcheur sur les réseaux sociaux pour qu'on sache quand on se met en scène sur les réseaux sociaux torse nu, je veux dire, en tant que commercial, c'est quand même un petit peu moyen. Voilà, donc heureusement, ça n'est quand même pas ça tous les jours. Mais en réalité, on sent bien qu'il y a un problème, je veux dire, de pression, de rapport de force, qui est extrêmement important et qui fait qu'un certain nombre de gens finissent par céder. Certains d'ailleurs ayant cédé au bout sans doute se disent tout compte fait on a bien fait, et puis d'autres ils viennent ici chez nous, donc on en voit beaucoup plus, mais la DGCCRF on voit beaucoup plus. La DGCCRF est saisie je crois 150% de plus que l'année précédente, donc c'est pour dire que c'est extrêmement important et beaucoup de gens ne saisissent pas la DGCCRF parce que c'est compliqué, parce qu'on ne va pas nous répondre, parce que voilà toutes ces questions, souvent à tort, mais malheureusement c'est les éléments qu'on nous donne. Voilà, et ça, la question du démarchage est une question qu'on n'a pas derrière nous, qu'on va avoir devant nous. Je pense même que le démarchage en matière d'énergie va être peut-être le démarchage principal dans les années qui viennent. Pourquoi ? Nous sommes dans un monde où les choses vont évoluer rapidement. L'arrivée de Total, qui est un gros, on l'a dit tout à l'heure, va sans doute, on dit, va dynamiser le marché, va en tous les cas, je dirais presque mettre le feu dans le marché, entre guillemets. Parce qu'il va y avoir effectivement chacun va vouloir prendre des parts, chacun se repositionne. Si Direct Energy a accepté d'être repris par Total, c'est simplement sans doute qu'ils se sont dit qu'ils auraient du mal à tenir le créneau et à le développer tel qu'ils l'avaient imaginé à un certain moment. Donc les choses vont changer. Ce qui est sûr, c'est que le démarchage va se faire. Démarchage, alors avec bien évidemment, je veux dire la pression physique, mais aussi avec parfois des arguments qui sont loin d'être justifiés, justes, légaux, on pourra les idées comme il veut. Et mieux que de vous dire du on m'a dit, je vais vous raconter en 3 minutes la façon dont j'ai été démarché il y a quelques semaines. Ils sont tombés sur moi. Alors, premier élément, j'ai été appelé au téléphone portable. Comment a-t-on les listes de téléphones portables? En tous les cas, pas par l'annuaire des PTT, puisque le mien n'est pas dessus. Donc on m'a appelé au téléphone portable, on savait qui j'étais, on ne savait pas que j'étais le médiateur. On m'a dit, Monsieur Gobert, tout ça, est-ce que je peux vous faire des offres? Oui. Alors, est-ce que je peux vous poser des questions? Ça, c'est ça qui était très intéressant. Je dis, oui, bien sûr. Est-ce que vous avez un tarif particulier? Je dis, c'est quoi un tarif particulier? Il dit, est-ce que vous avez le JP? Je dis non. Est-ce que vous avez un tarif tempo? Je dis non. Est-ce que vous avez les tarifs sociaux? Je dis, mais pourquoi vous me posez cette question-là? Elle me dit, mais monsieur, parce que notre offre ne sera pas intéressante pour vous si vous avez les tarifs sociaux. Je dis, madame, mais en quoi elle n'est pas intéressante? Puisque d'abord, les tarifs sociaux n'existent plus, c'est remplacé par le chèque énergie aujourd'hui. Mais en quoi elle est inintéressante? Puisqu'en fait, de toute façon, c'est complètement indépendant. On paye le même prix, puis après, il y a une réfaction. Ah ben non. Alors, elle commence à m'expliquer. J'ai dit, écoute, au bout d'un moment, j'étais en voiture en plus. J'ai perdu patience. Je lui ai dit, écoutez, vous ne pourrez pas continuer de me faire ça longtemps, puisque vous êtes mal tombé, vous êtes tombé chez le médiateur d'énergie, et je sais mieux que d'autres que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alors bon, je lui ai expliqué à la dame comment ça se passait, tout ça, et à la fin, elle m'a dit, donc maintenant, je vais pouvoir proposer faire mes propositions aux gens qui ont les tarifs sociaux. Je lui ai dit, écoutez, demandez quand même à votre chef avant. Mais tout ça pour montrer la méthode de sélection. C'est tout. Simplement, c'est une méthode de sélection. Est-ce que vous avez tarifs sociaux? Et si vous avez tarifs sociaux, notre proposition n'est pas intéressante. En réalité, ce n'est pas ça. C'est vous n'êtes pas intéressant pour nous. Quand on nous dit effectivement qu'on ne fait pas de segmentation, de ségrégation, très clairement, ça se fait.
Hein. Voilà, alors, si vous souhaitez que je vous dise l'opérateur, je vous le dirai après. Hein, mais parce que je ne crois pas que c'est simplement chez un opérateur qu'on fait ça. Ce sont des méthodes qui sont, vous savez, on le sait, quand on nous dit par exemple en matière d'énergie, on se bat depuis longtemps pour qu'il y ait un service de dernier recours. On nous dit mais non, tout, voilà, attendez, nos collaborateurs ici au centre d'appel, ils savent bien que de par les questions que leur posent les opérateurs sur certains dossiers, c'est d'essayer de savoir quelle est la situation financière de l'opérateur, du consommateur. Et si le consommateur sent mauvais, entre guillemets, passez-moi l'expression, mais j'essaie de parler un peu, ne mettez pas ça dans la presse comme ça, mais dire quelque part, eh ben, parfois on raccroche au nez de nos collaborateurs, on dit on en sait assez, on raccroche et puis on passe à un autre. Donc ça montre bien, et ça montre aussi que dans les temps qui viennent, dans une période de libéralisation comme nous trouvons, il faudra véritablement mettre en place un système de fourniture de dernier recours pour les gens qui seront refoulés par tout le monde. On l'a déjà vu quand il y a eu la bascule il y a 2 ans et 3 ans en gaz, en électricité, on l'a vu pour des entreprises. Par exemple, des entreprises qui étaient en dépôt de bilan, hein, eh bien, on leur demandait, on leur refusait pas de leur faire une offre. On leur demandait une caution qu'ils ne pouvaient pas donner. Résultat, on a eu un cas ici à traiter où l'entreprise, si on n'avait pas pu le traiter, l'entreprise allait vers la liquidation, puisque de toute façon, il ne pouvait plus avoir de courant électrique. Hein. Donc on voit bien, et moi je veux dire, je ne sais même pas si je dois le reprocher aux opérateurs de le faire. Hein. Après tout acteur économique, quand il vend un produit, il essaie de veiller à ce que le consommateur du produit, que ce soit une entreprise ou autre, a la capacité de l'acheter et surtout de payer. Hein. Donc ça, je n'ai même pas trop long à en vouloir. Simplement, qu'on ne nous dise pas qu'on ne le fait pas, ça c'est la première chose, et que tout le monde se mette d'accord pour qu'on trouve les moyens pour qu'ensuite les consommateurs puissent recevoir un service minimum de l'énergie. Vous savez qu'il existe ici, il existe pendant l'hiver pour l'électricité, mais il n'existe pas toute l'année, et c'est une difficulté. Voilà, j'avais promis de ne pas être long, donc je vais aller un tout petit peu plus vite. Tant qu'on est sur ces questions de souscription, je voulais juste dire un mot, une évolution qui s'est faite sans législation particulière, c'est rare. Nous avons rencontré la DGCCRF il y a quelques semaines, et nous avons pu nous mettre d'accord sur la façon de procéder sur les fameux sur les souscriptions contestées. C'est-à-dire qu'en clair, jusque-là, on n'était pas sûr d'être compétent sur les souscriptions contestées. En réalité, la DGCCRF nous a dit très clairement, s'il n'y a pas eu de souscription, vous n'êtes pas compétent. S'il y a eu souscription, même si elle est contestée, vous êtes compétent. C'est ce qu'on souhaitait aussi, nous, mais on dit comme ça les choses sont un peu plus claires. Ça n'empêche que les gens qui n'ont pas souscrit appellent quand même Énergie Info pour dire on veut vous prévenir qu'on a été harcelé, qu'on a été ci, qu'on a été ça. Et là, par contre, on dit quand on aura le sentiment que ça a débordé, nous transmettrons directement à la DGCCRF ces questions et les informations qui permettront éventuellement de mener une enquête ou de compléter une enquête. Voilà ce que je voulais vous dire. Je crois que je suis presque au bout des questions qu'on pouvait traiter, puis il y en a d'autres, mais je compte sur vous pour que vous posiez qu'on y réponde, parce que je m'étais dit qu'on serait le plus court possible. Dernier élément, c'est notre budget. Voilà. Vous verrez dans le rapport qu'on a eu un peu de mal à avoir notre budget pour 2018. C'était un peu tous les ans comme ça, mais cette année, ça a largement débordé. Pour tout vous dire, nous avions transmis les infos nécessaires en juin 2017, et on avait le sentiment que tout s'était bien passé, puisque ça a été voté en l'état par le Parlement à l'automne. On avait veillé à regarder quand même ce qui était voté. Et au mois de janvier, on s'est inquiété pour savoir quand est-ce qu'on avait touché l'argent. On nous a expliqué que ça n'allait pas aller si vite que ça. Alors pour tout vous dire, ça a été très compliqué, plein d'allers-retours, plein de débats, plein de combats. Frédéric s'est pas arraché les cheveux, c'est les arracher, mais ils sont bien accrochés sur sa tête, donc c'est resté. Béatrice de la même façon, mais voilà, très clairement, nous avons reçu notre budget le 9 mai dernier. Heureusement que nous avions quelques réserves, parce que vous savez que dans ce pays, c'est quand même assez extraordinaire. Vous dépensez tout, on ne vous dit rien. Si vous avez des réserves, on vous accuse d'avoir des réserves. Donc quelque part, vous savez, il y a 30 ans, on expliquait que les militaires faisaient tourner les chars en décembre pour consommer tout le quota
de gasoil ou de fioul lourd, parce qu'autrement ils en auraient eu moins l'année suivante, pour l'administration, ça continue d'être comme ça. C'est-à-dire que si vous êtes rigoureux et que vous ne dépensez pas tout, on vous engueule en disant vous n'auriez pas dû demander autant parce que vous n'avez pas besoin de tant que ça, donc l'année prochaine vous donnez encore beaucoup moins. Voilà, c'est bon. Ça a été un peu le débat, je le fais un peu court, mais c'est quand même un petit peu comme ça. Alors, aussi parce qu'il y a une particularité budgétaire qui fait que les autorités administratives indépendantes ont été traitées par la loi de janvier 2017 et on a fait un traitement d'ailleurs assez simple sur la validation du budget. Et nous, on a oublié d'enlever le traitement qui nous avait été réservé dans le Code de l'énergie parce qu'auparavant, nous n'étions pas sur le même budget, donc c'était justifié auparavant. Et donc, ce qui fait que les deux procédures se sont choquées. Et comme chez nous, les fonctionnaires sont des travailleurs, eh bien, il n'y en a pas un qui a fait l'impasse sur le travail qu'il devait faire. Et chacun a à nouveau analysé le budget, réanalysé le budget, reposé des questions que les autres avaient déjà posées. Voilà. Mais c'est la preuve que ce sont des gens qui veulent travailler, très clairement. Sauf si ça nous pose, même que ça nous pose des problèmes à nous. On espère que pour l'année prochaine, on va rentrer dans le droit commun et que nous n'aurons pas ces difficultés. Mais je le dis pourquoi? Parce qu'en fait, passez-moi l'expression, ça bouffe le temps. Ça bouffe le temps et pendant ce temps-là, on ne fait pas autre chose. Enfin, on ne fait pas, quand on me dit on ne fait pas autre chose, l'activité a continué, mais Frédéric et Béatrice, moi un peu, ont passé beaucoup de temps sur ce sujet de janvier à avril. Pendant ce temps-là, il y a des choses qui ne se sont pas faites ou qui n'ont pas pu se faire ou qu'on a dû faire en plus. Et je trouve que ce n'est pas forcément de la bonne politique à mener. J'espère que ce ne sera qu'une fois. Enfin, pour moi, ce sera... Au pire, ce sera 2 fois, j'aurai encore l'année prochaine, après ce sera fini, mais pour les autres qui sont plus jeunes, j'espère que ça ne durera pas. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'on va continuer dans un monde qui change. En particulier, j'ai évoqué tout à l'heure la fin des tarifs réglementés du gaz. C'est pas simple, c'est un challenge. Nous appelons le gouvernement à préciser rapidement sa position. On pensait que ça allait être précisé dans les temps qui viennent. En fait, on nous a dit que ça allait être encore repoussé, donc ça repoussera d'autant plus. Comment va-t-on faire? Comment va-t-on faire une campagne d'information pour que les consommateurs le sachent? Vous voyez bien qu'on a vu comment ça s'est passé avec les bascules électricité et gaz pour les consommateurs moyens fin 2015, fin 2016. Ça a été très compliqué, même des entrepreneurs, je veux dire, ne se sont pas préoccupés. On s'est retrouvé au 1er janvier avec des milliers d'entrepreneurs qui n'avaient pas fait les actes qui étaient nécessaires pour être desservis. Eh bien, c'est des entrepreneurs qui ont parfois un service juridique et donc qui sont censés être mieux informés que la moyenne. Et nos consommateurs, après, quelque part, ils sont beaucoup moins informés. Et puis, il y a tous ceux qui vont dire « mais moi, je n'ai pas envie de changer ». Et ça, c'est la vraie question. Donc, on a besoin de prévoir, enfin l'État a besoin de prévoir un calendrier très clair. Comment on fait? Vu par moi, il serait intéressant qu'on fasse une campagne de communication rapide en leur disant c'est pour dans 3 ans, mais ce n'est pas possible que tout le monde attende le même jour dans 3 ans, sinon ce sera la catastrophe. Donc déjà, regardez les offres, changez si ça vous intéresse, essayez, vous pouvez encore revenir. Enfin, voilà, c'est ça qu'il faudrait faire pour que dans 3 ans ou 4 ans, ça se passe bien. Pour le moment, alors je ne suis pas dans la critique, je suis dans la proposition, puisqu'en fait, pour le moment, on ne sait pas encore ce que le gouvernement fera, mais je crois que c'est extrêmement important qu'on le prenne de cette façon, sinon on aura des grosses difficultés. Et puis il faudra quand même prévoir le cas des gens qui diront « moi, je ne veux pas changer ». Il y a des gens qui vous diront « je ne veux pas changer ». Et comme dirait mon voisin du dessus, est-ce que ceux-là, on va les aligner contre un mur et aller chercher des hommes en armes pour les exécuter? Il faudra quand même bien, ils ont le droit, on a le droit de changer, mais on n'a pas le devoir de changer, les uns les autres. Donc s'il y en a qui disent « moi je veux rester au gaz chez Engie », eh bien il faudra qu'on trouve la procédure pour que même si les autres ne sont pas contents, pour qu'ils puissent rester au gaz chez Engie, sauf qu'ils passeront sur une offre de marché bien évidemment. Voilà, c'est très compliqué, ça va être... et donc ce qu'il faut surtout, moi ce que je souhaite en un mot, c'est anticiper et informer pour que les choses se passent bien au dernier moment. Voilà ce que je souhaitais dire sur ce sujet, en disant aussi que sans doute les consommateurs auront besoin d'avoir des repères et que l'idée
d'un indice des prix, par exemple, comme l'INSEE en sort tous les mois, comme on en sort sur d'autres biens, me semble importante, qui serait un petit peu un prix de référence, qui dirait, voilà, le gaz monte ou baisse, le prix moyen s'étend, pour que les gens puissent savoir si l'offre qui leur est faite est une offre convenable ou si c'est une arnaque. Je crois que toutes ces questions devront être traitées. Voilà, je vais m'arrêter là. Il y a encore plein de sujets sur lesquels on aurait pu parler. C'est les compteurs communicants, mais vous poserez peut-être des questions, mais on en parle tellement. On parle d'ailleurs. Si l'expression dans ce pays était au niveau de la réalité du problème sur le terrain, ça irait beaucoup mieux. Mais il m'arrive souvent de dire, sur ce sujet comme sur d'autres, que de temps en temps, des gens devraient faire un stage à la Pointe du Raz et constater qu'il peut y avoir beaucoup d'écume et peu de vagues, et que parfois il peut y avoir une belle vague et il n'y a pas d'écume. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, on confond l'écume et la vague. Et pour ce sujet-là, comme beaucoup d'autres, les colonnes montantes, l'actualité revient, avec sans doute un processus législatif qui pourrait s'ouvrir dans les temps qui viennent. Le phénomène de l'autoconsommation, où là aussi ça commence à démarrer. Dans quelles conditions? Qui paiera quoi? Est-ce qu'il n'y aura pas la tentation de voir des coûts être mal affectés, c'est-à-dire de voir certains qui se battent pour qu'on diminue leurs coûts, et bien les faire payer par d'autres, parce que par définition, les coûts ne diminuent pas. Et donc, toutes ces questions, c'est des questions qui mériteront d'être posées. Ensuite, la question qui nous est posée de plus en plus quand même par des consommateurs, c'est le monopole des entreprises locales de distribution qui continuent d'exister. Des consommateurs disent, mais nous, pourquoi on n'a pas le droit à la concurrence? Je vais toutes ces questions-là sont des questions qui se posent. Voilà, je pense que j'en ai dit assez. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Vous avez? Sur le démarchage à domicile, vous n'avez pas cité de fournisseur. Ah, j'ai pas dit. C'était NJ. C'est NJ. Mais la jeune femme. Ah oui, alors, le démarchage à domicile, ceux qui en font, oui, d'une façon générale aujourd'hui, Eni, NJ et Total s'y mettent. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça va. Et si tous s'y mettent, enfin si beaucoup s'y mettent, les autres vont le faire aussi. Il y aura l'action offensive et l'action défensive, par définition. Hein? Et c'est pour ça que je dis souvent, les mauvaises pratiques, ça se partage beaucoup plus vite que les bonnes. Mais celle qui m'avait appelé, c'était NJ, mais alors, la jeune femme était hyper polie, elle ne va vraiment rien dire. Et comme j'ai beaucoup de chance, hier, j'ai été appelé par Total Spring. Hein. Mais ça n'a pas marché, je suis vraiment désolé, c'est vraiment désolé que ça n'ait pas marché, parce que c'était vraiment le bon moment. Mais j'étais dans ma voiture, et elle m'a dit que c'était haché, elle ne comprenait pas bien, moi je comprenais bien. Hein, puis elle m'a rappelé plus tard, mais j'étais en conversation, puis après elle ne m'a plus rappelé, voilà. Peut-être qu'elle va me rappeler, donc je vous tiendrai au courant. Bon, voilà. Mais comme quoi, mais c'est intéressant, Frédéric est vexé parce que personne n'appelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Est-ce que vous pouvez nous parler des conséquences de la décision du Conseil d'État sur les... La dernière? Bah, il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas. Il y a, alors, comment dire? Premier élément, quand même, il faut partir de la décision par rapport au gaz. La décision par rapport au gaz était étayée sur le fait que le gaz était un bien substituable, en gros, et qu'il n'était pas distribué sur l'ensemble du territoire, et que donc ça montrait bien que ce n'était pas un bien de première nécessité, que donc il pouvait rentrer dans le droit commun. En gros, comme ça, on peut analyser la décision sur le gaz. Il était clair que la décision sur l'électricité, si ça avait été une décision d'abandonner les tarifs réglementés, aurait dû, je veux dire, se démarquer, puisqu'en fait on disait d'ailleurs dans la décision sur le gaz que ce n'était pas comme l'électricité. Hein. Donc il aurait fallu qu'elle se démarque. Le rapporteur qui a, je veux dire, rapporté, qui a proposé l'abolition des tarifs réglementés, n'a pas pris la peine d'ailleurs de démonter ce qu'avait dit sa collègue sur ce sujet-là. Et je pense que c'est un des éléments qui a sans doute pesé. Donc elle a fait une argumentation plus générale sur le sujet en disant que c'est incompatible avec
la réglementation européenne, enfin des sujets sur lesquels on peut débattre. Et donc, le Conseil d'État, lui, ne s'est pas déjugé, en gros, par rapport à la décision qu'il a prise sur le gaz. C'est d'abord la première analyse. Deuxième analyse, il a quand même regardé 2 ou 3 points en disant, dans tous ceux qui restent au tarif réglementé, il y a des petits professionnels, et là, ce n'est pas forcément justifié. Il a fait une part en disant, il y a les consommateurs particuliers, les familles, ça, c'est justifié pour eux. Pour les petits professionnels, puisqu'en fait, en gaz, en électricité, c'était les moins de 36, plus de 36. Vous avez des petits professionnels à moins de 36. Donc ça, vous l'avez dans la décision, disons, celui-là, il faut quand même regarder un peu. Voilà. Mais c'est, et d'ailleurs, on nous a confirmé que quand on va avoir un texte sur la fin des tarifs réglementés de gaz, ils embarqueront, comme on dit aussi, je vais dire un codicile, un alinéa qui traitera de cette particularité, mais qui touche, je ne sais pas, 1% des consommations, ou peut-être 2 ou 3%, je ne suis pas capable de l'évaluer. Donc voilà. Alors après, pour le moment, rien ne change. Pour autant, il va y avoir des recours. Les opérateurs ont dit qu'il faudrait, je dis, c'est normal, hein, quelque part, puisqu'ils sont persuadés qu'ils devraient avoir raison. Ce qui est extraordinaire, d'ailleurs, entre nous, c'est Engie, qui se sont battus comme des chiens, il n'y a pas d'autre mot, quand il s'agissait de sauver les tarifs réglementés de gaz, et comme ils n'ont pas été sauvés, ils se battent comme des chiens pour que les autres, avec des arguments complètement contraires, pour que les autres puissent être... voilà. Mais, comme on dirait, c'est de bonne guerre dans le monde. Donc voilà, moi j'ai pas... Après, il y aura certainement d'autres recours. On parle d'un lobbying très fort auprès de la Commission. Je ne suis pas sûr que ça marchera. On parle aussi de saisir la justice européenne. Voilà, on en est un peu là. Moi, je ne vais pas anticiper. Je ne suis d'ailleurs pas un très grand juriste. J'ai fini par apprendre des choses dans ma vie, mais je ne suis pas un très grand juriste. Donc voilà, pour le moment, c'est une forme de statu quo. Voilà. Ça n'empêche qu'après tout... c'est pas parce que les tarifs réglementés restent que les gens ne doivent pas faire l'expérience d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de regarder ce que font les autres. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que sur les communications que font certains opérateurs, elles se retournent d'ailleurs au fond contre eux. C'est que certains, par exemple, ne communiquent que sur la partie en concurrence, en disant je vais vous faire une offre à moins 10, moins 12. En réalité, on va se retrouver à moins 6, moins 7 quand on aura le bas de la facture. Parce qu'en fait, moins 10, moins 12, c'est sur l'électron. C'est pas sur le turp, c'est pas sur tous ces éléments-là. Et je ne les comprends pas, parce que pour en finir, ça se retourne contre eux. Quand les gens regardent leur facture et qu'ils comparent, ils se disent, mais on s'est fichu de moi. Hein, et à un moment, ça vient. Mais là, c'est vrai que dire moins 5, ça n'encourage pas autant les gens à changer que quand on dit moins 10. Et là, on a vu, d'ailleurs, vous avez vu qu'une association de consommateurs a choisi d'assigner un certain nombre d'opérateurs devant la justice sur publicité trompeuse, hein, sur ces sujets-là. Hein, puisqu'ils ont fait le calcul, et il est facile à faire, hein, très facile à faire. Et ça, c'est quand même plein de sujets comme ça, mais c'est dans ce monde, vous savez, c'est le problème du politique qui promet plus que ce qu'il pourra tenir, et qui parfois sciemment promet plus que ce qu'il pourra tenir. Peut-être que je l'ai fait, j'espère l'avoir pas trop fait. Et ben le commercial c'est pareil. Hein, pareil. Et en fait, il faut ferrer le poisson, donc il faut quelque chose qui brille, quoi. Et là c'est pareil, ça s'appelle un leurre. Moi je suis pas un pêcheur non plus, mais ça s'appelle un leurre. Et après ça se retourne contre celui qui a fait cette offre. Et ça se retourne, d'une façon générale, contre l'idée que c'est intéressant de changer. Parce que les gens disent, il m'avait promis moins 10, j'ai calculé, j'ai que moins 4. Hein, moi j'ai un de mes amis qui me dit, pour m'embêter pour 50 €. Hein. Voilà. Oui. Vous avez évoqué rapidement l'autoconsommation. Un groupe de travail sur le photovoltaïque vient de se lancer, même si ce n'est pas encore dans vos champs de compétences. Est-ce que vous avez un regard? Qu'est-ce que les particuliers peuvent en attendre? Alors, oui, enfin, moi j'ai un regard, comment dire, la question, je vois ça avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'intérêt. C'est bien, c'est, comme on dit maintenant, le mode citoyen. Je produis, je consomme, bon. Mais je fais je fais une différence entre celui qui dit moi je vais produire toute mon énergie, je vais être donc autoconsommateur total,
Et je vais me débrouiller avec des batteries et je demande à ne plus être raccordé au réseau. Ça, très bien, ils se débrouillent. Mais il y a une grande majorité d'autres situations qui est je vais produire une partie de mon énergie, quand j'en aurai trop, je vais le mettre sur le réseau, quand j'en aurai assez, j'en demanderai. Première conséquence, on sait que dans beaucoup de cas, les gens ils croient qu'on fera l'échange physique. C'est-à-dire, j'ai mis 1000 kW sur le réseau et j'ai repris 1000 kW, donc on est quitte. Sauf qu'ils auront mis 1000 kW sur le réseau quand tout le monde aura beaucoup d'électricité et que ça ne vaudra rien, et qu'ils auront pris 1000 kW quand personne n'aura d'électricité et que ça vaudra cher. Première incompréhension. Deuxième incompréhension, et là, les associations citoyennes, puisque dans ce pays, ce qu'on n'aime pas, c'est des lobbies, et ce qu'on aime bien, c'est des associations citoyennes. Les associations citoyennes qui défendent cette position font aussi beaucoup de rendez-vous, pas de lobbying, puisque eux ne font pas de lobbying, disent-ils, pour convaincre qu'il faudrait aménager le TURP, les tarifs d'utilisation des réseaux. C'est-à-dire, en gros, payer moins cher le TURP parce qu'on consomme moins. Sauf que qu'on consomme beaucoup ou pas beaucoup, le câble arrive et que le câble doit être entretenu de la même façon. Hein, et que toutes les installations extérieures du réseau doivent être entretenues de la même façon. Ça veut donc dire que si on donne raison à ceux qui font ça, il y en a d'autres qui paieront, c'est-à-dire les autres. Et curieusement, ceux qui pourront faire de l'autoconsommation, très clairement, ce sera la classe moyenne, des gens qui ont des pavillons. Hein, alors, c'est pas toujours la classe moyenne, il y a aussi la classe moyenne supérieure dans des grands appartements, rassurez-vous, hein, c'est pas, on peut faire, mais quand même, les gens qui ont des pavillons, hein, eh bien, le résultat que ça pourrait avoir si on n'y fait pas attention, si on donne satisfaction à ceux qui aujourd'hui, je veux dire, font la pression pour obtenir ces sujets, eh bien, on pourra avoir un renversement, je veux dire, des charges, et des charges plus lourdes, parce que de toute façon, ça ne coûtera pas moins cher d'entretenir le réseau, même s'il y passe moins d'électricité. Et donc, des charges plus lourdes pour les autres, d'une certaine façon. Hein. Et ça, c'est une question à laquelle je veux rendre attentif tout le monde. Vous savez, j'ai dit peut-être pas 100 fois, mais pour illustrer, je vais vous citer le cas de Jean Gaubert, avec l'eau. Très rapidement, en 87, il y a eu une grosse tempête en Bretagne. Les Parisiens ne l'ont pas su parce qu'il y a eu un crash boursier le même jour. Et nous, on l'a su. Le crash boursier, on n'a pas trop su d'ailleurs, mais la tempête, on ne pouvait pas savoir puisqu'on n'avait plus d'électricité, donc on n'avait plus la radio, on n'avait plus rien. Donc du coup, pas le problème. Et chez moi, ça a duré 5 jours. Chez certains, ça a duré 3 semaines. La difficulté, c'est que moi j'avais des animaux et que j'avais un puits avec un forage et ça marchait avec une pompe électrique. Je n'avais pas le réseau. Résultat, les pompiers sont venus 5 fois, une fois par jour, faire monter l'eau avec un groupe électrogène. Ça m'a conduit à prendre 2 décisions. La première, c'est d'acheter un groupe électrogène moi-même. Et la deuxième, c'est de demander à être raccordé au réseau public d'eau. Et donc j'ai été raccordé au réseau public sans difficulté. Et mais je ne m'en servais pas. C'était juste une assurance, un dépannage. Et donc, je n'avais pas de scrupule dans la mesure où la tarification de l'eau est différente. En gros, l'abonnement de l'eau paie les investissements. Et après, la proportionnalité du prix de l'eau, enfin, tous les cas chez moi, c'est comme ça, la proportionnalité du prix de l'eau paie l'eau, le traitement qu'on en a fait, toutes ces questions-là. Donc, comme je ne prenais pas d'eau, mais que j'avais un abonnement, je payais l'amortissement de la canalisation qu'on avait fait chez moi. Mais pour l'électricité, on n'est pas dans le cas. Une partie du TURP est rapportée proportionnellement à la consommation qu'on fait. Alors tant que tout le monde, je veux dire, consommait, toute l'électricité qu'il consommait était prise sur le réseau, il n'y a pas de difficulté. Là, on n'est plus dans la même situation. Vous voyez la différence? Et s'il y avait eu la même tarification pour l'eau que pour l'électricité, eh bien ce sont, j'étais maire à l'époque, ce sont les citoyens de ma commune, du bourg, les gens qui, eux, n'ont pas de puits, qui ont ça, c'est eux qui auraient payé les 600 mètres de canalisation qu'on avait mis pour venir chez nous. Vous voyez comment, je le cite pour bien montrer les conséquences que ça pourrait avoir sur d'autres. Et j'ai juste continué une minute. Dans les années, au moment du Grenelle de l'environnement, j'ai des collègues qui ont voulu déposer un amendement pour supprimer les abonnements à l'eau. Vous savez, ça a beaucoup circulé cette affaire.
Et je leur ai démontré que c'était le plus mauvais service qu'on pouvait rendre à la classe populaire, parce que la classe populaire, elle n'a pas les moyens de se faire un forage. Par définition, toute l'eau qu'elle consomme, elle la paye. Et que tous les gens qui avaient les moyens de faire un forage, et moi je suis dans une région où il y a de l'agroalimentaire, où quasiment toutes les usines d'agroalimentaire, ils ont l'arrivée des réseaux d'eau, mais ils s'en servent très peu parce qu'ils ont leur propre production d'eau. Mais ils ont l'arrivée du réseau d'eau au cas où ils auraient à un moment un problème. Sur l'autoconsommation, on risque d'arriver à ces situations-là. Il faut faire très attention. Moi, mon souci, c'est toujours le qui paie et combien il paie, et est-ce que ce qu'il paie est justifié par les charges qu'il occasionne. Et dans le cas, je crois que sur le fond, je suis d'accord avec tout ça. Vraiment, moi-même, je crois que je vais en installer chez moi, très clairement. Mais par contre, je pense que sur la forme, sur la tarification, il va falloir être très rigoureux. Et là, c'est pas un scoop, je peux vous dire que sur ce sujet, et comme sur beaucoup d'autres, je suis complètement en phase avec mon voisin du dessus. Voilà. Qui a bien pointé ce problème aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est certain le traite de rétrograde.